Bonjour et bienvenue à bord du Show Daily d'Aérostar. Le Bourget, le Salon du Bourget, 51e édition, deuxième journée, on est mardi. Et déjà, quand on regarde ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, c'est business, business comme d'habitude. Ici, c'est un chaudron bouillonnant de rendez-vous d'affaires, de rencontres, de cartes de visite qui s'échangent. Il y en a des milliers échangés chaque jour. Et puis aussi de kilomètres qui sont parcourus au pas de charge. Il y a de quoi voir. Il y a des hectares, littéralement des hectares de halls avec des expositions extraordinaires souvent. Il y a le statique avec des avions fabuleux. Il y a aussi les visiteurs, alors certains grands responsables politiques qui font le déplacement, qui viennent voir les avions. Et puis heureusement, il y a le ciel et dans le ciel, il y a aussi les avions. C'est le Bourget, business comme d'habitude. Le Bourget au calme, vu depuis le drone d'Aérostar. Le ciel du Bourget calme, vu avec un géant qui murmure et qui vient se poser. Enfin, les allées du Bourget, beaucoup moins calmes, pleines de personnalités, affairées, occupées, absorbées par tous ces messages qu'il faut passer, vite, précisément, en espérant qu'ils seront entendus par leurs destinataires. Un destinataire dont on peut se demander si, environné d'informations d'une telle intensité, il retiendra tous ces messages. Le Bourget en a vu. Le Bourget a vu beaucoup d'histoires et au cours de son histoire, le Bourget a vu se dérouler un certain nombre de duels dont la plupart se sont soldés par des ex-aequo finalement. Cette année, par exemple, pour la première fois, les deux longs courriers frères ennemis, le Boeing 787 et l'Airbus A350, se retrouvent côte à côte au sol et en vol. Deux longs courriers biréacteurs disponibles en de multiples versions de 250 à 350 places qui se ressemblent physiquement avec en particulier des museaux tellement semblables que certains en arrivent à les confondre. Des avions qui font largement appel à des structures souples et légères construites en matériaux composites et des avions dont l'architecture informatique avancée permet en particulier des performances extraordinaires grâce aux commandes de vol électriques. On dit que le marché de ces longs courriers se montera sur les décennies à venir à 6000 unités pour un montant total avoisinant les 1000 milliards de dollars. Ce qui est totalement vertigineux, c'est vraiment du big business. Au Bourget, le 787 est aux couleurs de Vietnam Airlines et sa présentation fait l'unanimité du côté du BPV, le bureau des présentations en vol. Même Claude Lelay, qui ici, avec Airbus, a signé quelques-unes des plus belles présentations en vol d'avion de ligne, affirme que c'est du beau boulot. L'A350, l'Airbus 350, son concurrent, aux couleurs carbone d'Airbus, est ici piloté par Hugues van der Stichen. L'objectif, c'est quand même de montrer les capacités de l'avion. Traditionnellement, on montre l'avion dans les shows aériens. Et ça va montrer les capacités de manœuvre, que l'avion est sûr, que l'avion est fiable et puis beau. Et on essaie de faire quelque chose de joli, agréable pour nos clients et pour le public également. Effectivement, on est en compétition, et ça on le sait, mais la compétition n'est pas dans les airs dans le salon. Et là, le but est de faire une belle présentation et il n'y a pas de compétition pendant le vol. Ce n'est pas l'objet. Et la compétition est au sol, effectivement, à vendre le plus d'avions et le meilleur avion pour les clients. Il y a quand même une rupture technologique. Le cockpit, c'est vraiment une anticipation du futur. C'est-à-dire qu'on récupère les principes fondateurs que nous avions mis avec le 320, mais malgré tout tourner vers le futur avec des nouvelles technologies. Également sur le cockpit, la cabine derrière avec un avion plus léger. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur et c'est une excellente transition vers les hautes technologies, oui. L'Airbus 350, dont une dame a fait remarquer qu'il avait les yeux maquillés, quand on vole à son bord, apparaît immédiatement comme un grand engin très très souple qui amortit superbement la turbulence en l'absorbant.
En exploitation normale, c'est un avion qu'on guide plus qu'on ne le pilote, lorsqu'on est évidemment en pilotage manuel. C'est un avion extrêmement souple et léger sous la main, et avec cette génération de grandes machines, on peut affirmer qu'en matière de maîtrise de la trajectoire, on a atteint un plateau qui est proche de la perfection. On pense une trajectoire et l'avion l'effectue pratiquement sans mouvement conscient de la part de la main du pilote. Plus de la moitié de ce marché futur de 6 000 avions pour 1 000 milliards de dollars, de 6 000 avions long courrier de cette catégorie, plus de la moitié de ce marché est situé dans la région Asie-Pacifique, ce qui montre bien que l'équilibre du monde est en train de basculer d'une région à l'autre. En ce qui concerne les 787, actuellement plus de 1100 sont en commande, et en ce qui concerne le 350, qui était parti avec un peu de retard mais qui fait mieux que combler ce retard, on vient de passer la barre des 780 machines commandées. Alors, il y a les avions en vol, mais il y a plus que les avions en vol. Le Salon du Bourget, ce sont des hectares et des hectares de halls d'exposition où plus de 2200 industriels venus du monde entier exposent leurs produits, leurs espoirs et leurs aventures. Ce qu'on découvre chez certains, comme chez Safran, la division moteur, ce qu'on appelait la SNECMA, dépasse l'industriel pour entrer dans l'art contemporain. Chez Safran, 2 programmes de nouveaux moteurs focalisent l'attention. Le Silvercrest d'abord, réacteur pour avions d'affaires qui équipera le nouveau Falcon 5X. C'est un moteur en cours de développement et dans sa version d'exposition, c'est un vrai bijou. Et puis il y a les turbomoteurs, les moteurs qui équipent en particulier les hélicoptères, qui sont plus petits mais qui sont eux aussi des bijoux. Et il faut savoir que ces moteurs qui sont issus de programmes évidemment industriels utilisant largement l'informatique et les outils assistés par ordinateur sont quand même en général des morceaux d'orfèvrerie terminés à la main, fignolés à la main. Chez Safran, il y a aussi le réacteur moyen courrier du futur qui va équiper aussi bien les nouveaux A320, les A320 Neo, que la nouvelle génération de Boeing 737. On l'appelle le LEAP. Et ce moteur, qui est tout récent, est déjà quasiment mythique car on le sait qu'à lui seul, il va réellement représenter une fortune pour les motoristes qui sont impliqués dans sa réalisation, qu'ils soient français ou américains. Nous avons donc lâché Jérôme Bonnard et sa caméra dans cette espèce de place Vendôme des avionneurs. Et en fait, il a fallu aller le récupérer de force avant qu'il ne disparaisse à jamais dans ce délire pour bijoutier exacerbé. Lorsqu'on regarde de près toutes ces sculptures aux fonctions souvent obscures, voire absconses, mais sans lesquelles les machines volantes ne voleraient pas et n'existeraient pas, on comprend pourquoi les avions sont si chers et aussi si précieux.
Le Salon du Bourget, c'est un monde de contrastes. Certains ici ont tendance à parler chiffres, à parler économie, à parler business. Mais pour d'autres, qui sont des passionnés, disons, venir au Bourget, c'est un peu venir en une sorte de pèlerinage où on vient voir de l'aviation, on se plonge dedans, on vient voir des avions. C'est de là que naissent les contrastes. Et bizarrement, un des avions les plus regardés de cette 51e édition, c'est un tout petit avion jaune et noir. Un avion certes petit, mais dont la légende est immense, et Magali Rebaud n'a pas pu résister. C'est l'un des appareils les plus nobles du Salon du Bourget. Le Carbon Cub est l'ultime version du mythique Piper Cub conçu dans les années 30. S'il reprend sa ligne et ses nombreuses qualités de vol, la firme américaine Cub Crafter l'a modernisé. Et grâce à la société Horus Aero, l'importateur français, les amoureux du vol plaisir peuvent le découvrir ici. Le Bourget, c'est le résultat d'une longue histoire qui arrivait un petit peu à la fois. C'était pas un but en soi. Par contre, ça, c'est du pur loisir, c'est de l'aviation pur plaisir. Donc l'idée est venue un petit peu à la fois parce que j'ai découvert l'aviation de montagne il y a quelques années avec beaucoup de passion. Éric Delsal est directeur des essais en vol chez ATR. Il pilote également l'Airbus 0G avec lequel sont effectués les vols paraboliques. Mais Éric est avant tout un pilote passionné. Alors tout naturellement, un Cub optimisé ne pouvait que le fasciner. Il y a moitié moins de pièces sur cet avion que n'a le Piper Cub, donc c'est plus léger. Il y a des matériaux modernes plus légers qui ont été utilisés, d'où le nom de Carbon Cub. Il y a des panneaux de revêtement en carbone, comme tu as vu, qui sont à la fois jolis et légers. Avec l'apport de petits gadgets de technologie moderne, comme un allumage électronique et d'autres petites choses, ils l'ont monté à 180 chevaux. Donc on a un avion beaucoup plus léger et avec 30 chevaux de plus. Et donc ça fait une machine qui a des performances étonnantes. Il y a tout dedans, c'est ça qui est particulier dans ce kit. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de course à faire, aller chercher tel boulon avec telle spécification, découper des tôles ou quoi que ce soit. Toutes les pièces sont dans la caisse, c'est plus que de l'assemblage. Voler sur l'avion qu'on a soi-même construit, ça ajoute encore au plaisir de voler, je pense. Ouais. C'est une machine qui a des qualités de vol exceptionnelles, qui vole très lentement, qui décolle et qui atterrit sur des très petites distances, qui a une puissance, un rapport poids-puissance qui est étonnant pour ce gabarit d'avion. On se pose avec ça sur des petits alpages à peine préparés. On garde l'avion dans un petit tapis de fleurs d'été. Tout ça, c'est absolument fabuleux. C'est magique. Ouais. Et alors quel bonheur ressent un pilote d'essai à voler dans un tel avion? C'est le même bonheur que tout pilote. Maintenant, j'ai effectivement des éléments de comparaison grâce à la chance que j'ai eue d'avoir une carrière très variée, où j'ai pu voler sur des avions extrêmement différents, des avions de chasse, des avions de transport, des petits, des gros, des avions à hélice, des avions à réaction. Et dans chaque avion, chaque type d'aéronautique, c'est pas pareil de travailler tout seul, de travailler en équipage, c'est pas pareil d'être sur un chasseur ou un avion de transport. Chaque type d'avion, chaque type d'aviation a son plaisir quand on aime ça. Le Cub existe à une extrémité du domaine de vol, bas, lent, très proche de la surface des petits lapins et des arbres. 100 mètres plus loin que le Cub, dans le statique du Bourget, devant le pavillon de l'Agence spatiale européenne, un autre petit engin hypnotise littéralement le passant. Celui-là, à l'inverse, a vécu à l'autre extrémité du domaine de vol, très haut, très vite, très loin de la surface.
Quand on tourne autour, on est fasciné par le fait qu'il est à demi carbonisé par endroits, qu'il est complètement cuit. À l'évidence, cet engin-là a traversé l'enfer. Voici son aventure. Ce météore surchauffé s'appelle IXV, Intermediate Experimental Vehicle. Sa raison d'être était de démontrer la capacité des équipes de l'Agence spatiale européenne, où il a été conçu, à maîtriser la rentrée atmosphérique pilotée d'un futur engin spatial, habité ou non. IXV pèse 2 tonnes et mesure 5 mètres de long. Mais son aérodynamique en fait un engin intermédiaire entre la capsule classique manière Apollo ou Soyouz et un corps planant à la façon des navettes spatiales. Après son arrivée à Kourou et son assemblage au sommet d'une fusée, IXV avait été lancé en février 2015, propulsé par un lanceur Vega dont il s'était séparé à 300 km d'altitude. Sur sa lancée, il était monté au-delà de 410 km d'altitude avant de commencer à redescendre et à réaccélérer. À 120 km d'altitude, IXV avait atteint 7 km et demi à la seconde, la distance de Paris au Bourget en 1 seconde, avant de commencer à ressentir les premiers effets de la rentrée dans l'atmosphère et commencer à freiner. À partir de là, le revêtement de protection thermique était monté en température, restituant en cataracte les calories d'énergie accumulées au lancement, puis les parachutes s'étaient ouverts et, plus bas, IXV avait enfin améri dans le Pacifique, 100 minutes seulement après son lancement. Après le repêchage, les opérations de dépouillement avaient commencé immédiatement. Et au fur et à mesure de ces opérations, les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne n'avaient pu que constater une chose. Tout s'était si bien passé qu'on aurait cru une simulation, selon leurs propres termes. Pendant le vol de 100 minutes, plus de 300 paramètres avaient été enregistrés et tout était absolument normal. Et aujourd'hui, donc, cet engin est exposé au Bourget et on peut pratiquement poser la main dessus. À partir de ce vol de 100 minutes, on peut désormais en Europe travailler sur la conception de futurs engins spatiaux, certains habités, d'autres automatiques, mais des engins pilotables durant leur rentrée. En matière de technologie spatiale, ce n'est pas rien. Et donc ici au Bourget, on peut toucher l'IXV, le vrai. Voilà, deuxième journée du Salon du Bourget qui s'achève. Comme chaque jour, nous allons clôturer notre show daily par le jeu qu'avec nos amis de Breitling, nous avons élaboré pour votre plus grand plaisir, je l'espère, parce que je vous rappelle qu'il y a une casquette à gagner et avec la casquette, une montre superbe, une Aerospace de Breitling. Donc, le jeu. Cet indice concerne Aerostar, notre chaîne. Aerostar a été ouverte, l'antenne d'Aerostar a été ouverte le 12 avril dernier. Le 12 avril, cette date n'a pas été choisie par hasard. Si vous allez sur notre page Facebook, vous trouverez cet indice qui vous permettra de mieux répondre à cette deuxième question qui vous sera posée dimanche prochain. Breitling, instruments for professionals.
Voilà, Salon du Bourget, 51e édition, deuxième journée. C'est la fin de la journée, on va aller se reposer parce qu'il faut garder des forces non seulement pour demain, mais pour les 5 jours qui restent. 5 jours d'aventure, d'aviation, d'astronautique et d'histoires extraordinaires qu'on essaiera de vous faire partager. En tout cas, le rendez-vous, c'est demain soir, même lieu, même heure et même antenne.